suite, les nouvelles de l'Asie. En Asie, l'actualité a été marquée par plusieurs évolutions militaires, technologiques, économiques et climatiques, ainsi que par la situation des femmes en Afghanistan. À Taïwan, des exercices militaires et civils ont été organisés dans le cadre des manœuvres annuelles Han Kuang. La marine et les gardes-côtes ont simulé l'escorte d'un navire marchand et le dégagement d'un chenal maritime face à un scénario de blocus. À Taipei, des sirènes d'alerte aérienne ont retenti et la circulation a été interrompue pendant un exercice. Le gouvernement a également ralenti volontairement l'accès à Internet mobile pendant 30 minutes, afin de simuler les conditions d'un conflit. Aucun affrontement effectif avec les forces chinoises n'a été signalé. Les autorités taïwanaises ont parallèlement déclaré avoir détecté des cyberattaques contre des organismes gouvernementaux. Ces attaques auraient utilisé des outils d'intelligence artificielle et provenaient, selon Taïwan, d'infrastructures associées à la Chine. L'attribution des attaques et la caractérisation des outils employés reposaient sur les conclusions des autorités taïwanaises. Aucun dommage majeur définitif n'était détaillé. À Manille, le sous-secrétaire américain à la Défense chargé de la politique, Elbridge Colby, a déclaré que les États-Unis ne se désengageaient pas de l'Asie. Il a affirmé que Washington entendait maintenir un équilibre des forces favorables dans l'Indo-Pacifique. Il a également demandé aux alliés et aux partenaires asiatiques d'investir davantage dans leur propre défense, en présentant cette demande comme un partage des responsabilités et non comme un abandon des alliés. Ces éléments constituaient la position déclarée du responsable américain. Dans le même temps, la Corée du Sud et les États-Unis ont annoncé la préparation de l'exercice militaire Ulchi Freedom Shield 2026. Les forces des deux pays et les structures du commandement combiné devaient participer aux manœuvres. Leur objectif déclaré était de renforcer leurs capacités conjointes de défense. L'Australie et le Vietnam ont, de leur côté, décidé d'approfondir leur partenariat stratégique global. Les deux pays ont signé des accords portant notamment sur la défense, l'agriculture et la sécurité des frontières. Dans une déclaration commune, leurs dirigeants ont également exprimé leur inquiétude concernant des pratiques commerciales restrictives perturbant les chaînes d'approvisionnement. Les relations entre la Chine et la Nouvelle-Zélande ont, elles, été marquées par des accusations d'ingérence. Une évaluation néo-zélandaise présentait la Chine comme l'acteur étranger le plus actif dans ce domaine dans le pays. L'ambassade de Chine à Wellington a rejeté ces accusations, les qualifiant de fausses et inspirées par une logique de guerre froide. Le démenti chinois ne permettait pas à lui seul d'infirmer les conclusions des services néo-zélandais. Au Bangladesh, le Premier ministre Tariq Rahman a appelé à la création d'un environnement favorable à une réinitialisation des relations avec l'Inde. Cette déclaration exprimait la volonté politique de son gouvernement, mais aucun nouvel accord bilatéral n'avait été annoncé. Au Cachemire, administré par le Pakistan, le vote a été reporté dans 7 des 11 dernières circonscriptions participant aux élections législatives. La commission électorale a invoqué la situation sécuritaire dans certaines parties de Poonch et de Sudnoti. Aucune nouvelle date n'avait été fixée. La Ligue musulmane du Pakistan Nawaz avait remporté 24 des 34 sièges attribués pendant les phases précédentes, contre 10 pour le Parti du peuple pakistanais. En Afghanistan, l'UNESCO estimait que 2,4 millions de filles avaient été privées d'enseignement secondaire depuis le retour des talibans au pouvoir. Le pays demeurait le seul où les filles et les femmes étaient interdites d'enseignement secondaire et supérieur. L'organisation avertissait également que les restrictions imposées à la formation des enseignantes risquaient d'affaiblir davantage la qualité du système scolaire. Ces chiffres et cette évaluation demeuraient attribués à l'UNESCO. Une agence des Nations Unies a par ailleurs indiqué qu'environ la moitié des femmes afghanes interrogées quittaient rarement leur domicile. Le rapport associait cet isolement aux restrictions imposées par les talibans concernant notamment les déplacements, l'éducation, le travail et la participation à la vie publique. Les données demeuraient attribuées à l'Organisme des Nations Unies et à son échantillon. Human Rights Watch a également demandé aux talibans de libérer 2 employés des Nations Unies et 6 employés d'organisations non gouvernementales détenus en Afghanistan. L'organisation a demandé que leur situation et les fondements juridiques de leur détention soient clarifiés. Cette demande ne signifiait pas qu'une libération avait été décidée. Sur le plan climatique, la tempête tropicale Dolphin a provoqué de fortes pluies et des inondations dans l'est de la Chine, après avoir touché terre sous la forme d'un typhon. À Shanghai, les aéroports de Hongqiao et de Pudong ont annulé plus de 900 vols, soit environ 40% des vols attendus dans la journée. Environ 1300 vols avaient déjà été annulés la veille. Ces chiffres provenaient du groupe aéroportuaire de Shanghai. Dans l'État indien de l'Assam, le bilan des inondations a atteint 100 morts. Des habitants continuaient de traverser des zones submergées ou d'utiliser de petites embarcations.
Les inondations étaient liées aux pluies de mousson et à la crue du Brahmapoutre. Le bilan restait susceptible d'évoluer. En Indonésie, un incendie dans le parc national du mont Bromo, dans l'est de Java, avait été en grande partie maîtrisé. Des incendies de tourbières se poursuivaient parallèlement à Kalimantan occidental. Les équipes utilisaient des moyens terrestres et aériens, tandis que les autorités surveillaient le risque de fumée transfrontalière. Aucun bilan humain majeur n'était signalé. En Thaïlande, une fusillade dans un bâtiment gouvernemental de la province de Nonthaburi, près de Bangkok, a fait un mort et un blessé. Un ancien parlementaire a été arrêté. Cette affaire intervenait quelques jours après une autre fusillade meurtrière dans la même province. Aucun lien entre les deux événements n'était confirmé. Sur le plan économique, la Banque populaire de Chine a annoncé vouloir maintenir le taux de change du yuan à un niveau globalement stable dans son nouveau plan quinquennal. Elle s'est engagée à développer l'utilisation de la monnaie chinoise dans le commerce et les investissements internationaux, à traiter les risques dans plusieurs secteurs essentiels et à renforcer le soutien financier à la consommation. Le plan prévoyait également la poursuite de l'ouverture du secteur financier. La Chine a aussi décidé de maintenir des droits anti-dumping sur les importations de certaines fibres optiques monomodes provenant d'Inde. Ces produits sont utilisés dans les réseaux de télécommunications. Pékin considérait que la suppression des droits risquait de permettre la poursuite ou la reprise du dumping. Cette justification demeurait celle des autorités commerciales chinoises. Au Japon, TSMC et Sony ont annoncé la création d'une entreprise commune de 4,69 milliards de dollars consacrée au développement et à la production de capteurs d'images de nouvelle génération dans le sud du pays. Sony devait investir environ 2,92 milliards de dollars et TSMC environ 1,8 milliard. La production industrielle était prévue à partir de 2029. Le projet restait soumis à plusieurs conditions, notamment à la demande et au dispositif de soutien public envisagé. Le Japon a par ailleurs enregistré en juin un déficit courant de 92,3 milliards de yens, soit environ 585 millions de dollars. Il s'agissait de son premier déficit courant depuis 17 mois. Les revenus primaires nets ont reculé de 74%, notamment sous l'effet de dividendes plus élevés versés aux investisseurs étrangers. La hausse du coût des importations pétrolières a également contribué au déficit commercial. En Corée du Sud, le gouvernement a annoncé la création d'un fonds consacré aux matériaux, aux pièces et aux équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs. L'objectif déclaré était de soutenir la chaîne nationale d'approvisionnement. Aucun montant insuffisamment confirmé n'était retenu. Séoul a également présenté plusieurs projets technologiques stratégiques concernant notamment l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les biotechnologies et les technologies quantiques. Le gouvernement a fixé comme objectif un alunissage national à l'horizon 2030. Il s'agissait d'une orientation gouvernementale et non d'un résultat garanti ou déjà réalisé. En Australie, la Banque de réserve a maintenu son principal taux directeur à 4,35%. Elle a constaté un ralentissement de l'économie sous l'effet du resserrement des conditions financières et averti qu'une nouvelle hausse restait possible si les risques inflationnistes augmentaient. Aucune augmentation supplémentaire n'a été décidée pendant cette réunion. En Indonésie, le président Prabowo Subianto a proposé Destri Damayanti comme candidate unique au poste de gouverneur de la Banque d'Indonésie. Elle occupait déjà les fonctions de première vice-gouverneur et de gouverneur par intérim. Le Parlement disposait d'1 mois pour approuver ou rejeter sa candidature. Elle deviendrait la première femme nommée durablement à la tête de la Banque centrale indonésienne. Le président indonésien a également déclaré que son pays espérait lancer en 2028 la production de masse de véhicules électriques conçus nationalement. Cette annonce fixait un objectif futur. Aucun volume définitif de fabrication ni réalisation industrielle immédiate n'était annoncé. En Inde, Air India a décidé d'étendre à tous ses pilotes les tests de dépistage de substances interdites, après le test positif au cannabis d'un commandant de bord. Aucun élément n'indiquait une généralisation de l'usage de substances parmi les pilotes. En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Christopher Luxon a obtenu le soutien de son groupe parlementaire lors d'un vote de confiance interne. La contestation avait été engagée par le ministre de la Défense Chris Penk, que Christopher Luxon a ensuite limogé. Il s'agissait de la deuxième contestation de sa direction depuis le début de l'année. Le vote intervenait à moins de 3 mois des élections générales. En Inde, l'administration des aliments et des médicaments du Maharashtra a suspendu les autorisations de 12 entrepôts exploités par Blinkit, Zepto et Swiggy Instamart.
Cette décision intervient après la découverte d'infestations de cafards et d'autres manquements aux règles d'hygiène. Au total, 86 établissements avaient été inspectés et 60 avis d'amélioration délivrés. En Chine, Xi Jinping a demandé un renforcement des capacités nationales de prévention, d'atténuation et de gestion des catastrophes naturelles. Il a notamment appelé à améliorer les systèmes d'alerte et les infrastructures contre les inondations, mais aussi à utiliser davantage l'intelligence artificielle, les drones et la télédétection satellitaire dans les opérations de secours. En Indonésie, le bilan du séisme de magnitude 7,7 dans l'est du pays a atteint au moins 53 morts et plus de 130 blessés. Environ 5000 personnes ont été évacuées. Près de 1000 répliques avaient été enregistrées et plus de 3500 militaires et policiers mobilisés. En Inde, un dispositif temporaire a également été ouvert afin de permettre à certains petits contribuables de déclarer des actifs étrangers non déclarés d'une valeur maximale de 50 millions de roupies. La période de déclaration, commencée le 16 août, doit rester ouverte jusqu'au 31 décembre 2026. Enfin, toujours en Inde, le gouvernement a fixé aux raffineries publiques et privées des objectifs de production de gaz de pétrole liquéfié destinés à la consommation intérieure. L'objectif maximal cumulé atteint 63 810 tonnes par jour afin de soutenir l'approvisionnement intérieur et la constitution de stocks.